Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre, soit 10 jours avant Noël. Ça va vite. Surtout quand on est rendu d'un certain âge. Dans ma troisième capsule, on avait parlé des années pré-Einstein avant 1905. Albert Michelson avait déterminé que la vitesse de la lumière était finie. On sait que c'est 300 000 km par seconde et que il n'y a rien qui pouvait aller plus vite que ça. Parce que quand on essayait d'ajouter de la vitesse à la vitesse de la lumière, ça ne marchait pas. Après ça, il y a eu Lorentz Poincaré. Moi, Poincaré a tellement été important dans les transformations de Lorentz que je pense qu'il faudrait appeler les transformations de Lorentz. C'est sûr que c'est Lorentz qui les a débutées. C'est lui qui les a précisément inventées. Mais c'est Poincaré qui les a perfectionnés pour les coller aux théories de Maxwell pour qu'ils fitent parfaitement. Après ça, on a vu que Max Planck avait résolu le problème du corps noir en trouvant la constante H, qu'on appelle aujourd'hui constante de Planck. Comme vous voyez, quand Albert Einstein, en 1905, il avait 26 ans. Il n'était pas bien vieux, mais c'était un génie. On voit que la relativité était dans l'air, qu'il y avait des brides autour de lui là, qui parlaient de ça, mais personne n'avait le petit bout qui manque pour rafistoler ça ensemble, pour faire une théorie cohérente. C'est pourquoi Albert Einstein, en 1905, il a écrit un petit pamphlet. Bon, peut-être, je ne sais pas, mais il dit 3-4 pages. Là. Moi, je ne l'ai pas vu, ce pamphlet-là. Là. Mais ça a l'air que c'était pas volumineux. Et dans ça, il parlait de 4 choses. Premièrement, il a réussi à expliquer le mouvement brownien. Ça, le mouvement brownien, on ne connaît pas ça. On n'a pas appris ça. On ne savait pas ce que c'était. Moi, c'est en lisant que je me suis aperçu que ça travaillait bien les scientifiques du temps, parce que quand il y avait des particules dans un liquide immobile, ils s'apercevaient qu'ils grouillaient, qu'ils se déplaçaient dans le liquide. On ne savait pas pourquoi. Fait qu'Einstein, lui, il a réussi à expliquer ça. Fait que ça a été une affaire classée. Là, le mouvement brownien, on ne s'attendra pas trop là-dessus parce que c'est moins important pour ce qui va venir dans le futur. Après ça, en 1905, il a émis la théorie de la relativité restreinte. D'abord, ça, la relativité restreinte, c'est basé sur que ceci, la relativité s'applique à tous les phénomènes physiques, inclut l'électromagnétisme de Maxwell. Donc, les ondes de lumière sont impliquées là-dedans aussi. Et que ça implique aussi ce que Albert Michelson avait trouvé, que la vitesse de la lumière était finie. On ne pouvait pas augmenter la vitesse de la lumière aller à 300 000 km/s, puis elle ne va pas à 300 000 km/s. Il n'y a rien à faire, c'est la vitesse de la lumière. Puis comme je disais, elle nous vient d'un autre monde. Là, en tout cas, ça, c'était déterminé, puis c'était sûr que c'était vrai. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça a amené, ça, dans la relativité d'Albert Einstein? Lui, il s'est aperçu qu'avec les équations de Lorentz et de Poincaré, que ça amenait le rétrécissement des longueurs et la dilatation du temps. C'est abstrait un peu, mais que voulez-vous, c'est parce que la vitesse de la lumière est finie. Si vous pourriez ajouter une vitesse à la vitesse de la lumière, il n'y aurait pas de dilatation du temps, puis il n'y aurait pas de contraction des longueurs. Mais vu que la vitesse de la lumière est finie, on ne peut pas y ajouter d'autres vitesses. Ça fait cet effet-là. Ça, c'était la théorie de la relativité restreinte en 1905.
Ça va amener toutes sortes de choses un peu plus tard, là. Après ça, dans son petit pamphlet, il a expliqué l'effet photoélectrique. Ça, c'est une affaire très, très importante, mais dans ce temps-là, on ne savait pas ce que ça allait faire avec ça, là. L'effet photoélectrique, c'est bon, Einstein l'avait expliqué, là. Mais on ne voyait pas ce que ça pouvait donner, cette affaire-là, là. Sauf que de comprendre ce qui se passait un peu dans la matière avec la question de la lumière. Mais Einstein, quand il a expliqué l'effet photoélectrique, il a réalisé que la constante de Planck, c'était une chose qui allait devenir très, très importante. Einstein, c'est un génie, que, comme on le sait, il n'y en a pas eu d'autres depuis, et ça va prendre probablement encore un bon bout de temps qu'il y en ait un autre. Lui, il avait réalisé que la constante de Planck serait très, très importante dans les avenirs proches ou éloignés, là, mais déjà, il voyait que ce n'était pas une banalité. Tandis que son inventeur, Max Planck, pas son inventeur, mais celui qui l'avait créé mathématiquement, cette constante-là, lui, il voulait s'en débarrasser. Parce qu'il trouvait ça encombrant, des calculs, imaginez-vous, il y a peut-être bien 15-20 euros, une quinzaine de euros avant le point, puis là, c'est très, très petit, puis ça allait mal dans les calculs. Mais finalement, Einstein a réalisé que c'était une affaire très, très importante. Mais on le sait aujourd'hui, c'est la base de la physique quantique. C'est pour ça que Albert Einstein va faire au moins deux capsules vidéo sur lui, parce que tout ce qui nous a emmené, c'est pas disable qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans notre économie. On dit même que l'économie américaine, 30% de son PNB est grâce aux découvertes d'Einstein. Imaginez-vous, 30% du produit national brut de la plus grande puissance mondiale découle des découvertes d'Albert Einstein. Parce que si on vient un peu à l'effet photoélectrique, là, E égale HV. H, c'est la constante de Planck. Et V, c'est la fréquence de la lumière. E, c'est l'énergie. Ça veut dire qu'Einstein a définitivement établi que la lumière était une onde et des quanta. Des quanta d'énergie. E, c'est la corpuscule, c'est ça, parce qu'on sait maintenant que l'énergie, et la masse et l'énergie, on peut faire une corrélation entre les deux, et V, c'est la fréquence de la lumière, donc c'est une onde. Ça a été admis à partir de 1905, mais il n'y a pas grand monde qui croyait à ça, là. On rapporte même que quand Einstein est allé en Angleterre, beaucoup plus tard, peut-être dans les années 25-30, il serait allé se recueillir sur la tombe de Newton. Ça, moi, j'ai pas de certitude de ça, mais je l'ai lu quelque part. Je me souviens pas où, mais je sais que j'ai lu que quand Einstein est allé à Londres, il est allé se recueillir sur la tombe d'Isaac Newton, probablement pour le remercier dans son fort intérieur, parce que c'est le premier qui a parlé des corpuscules de lumière, c'est Isaac Newton. Isaac Newton disait que c'était un nombre, il y avait des petites corpuscules là-dedans. Mais Maxwell avait tout balayé ça avec ses théories, puis c'était tellement en avance, les théories de Maxwell dans ce temps-là, que on jurait seulement que par lui, là, dans les années 1880, 85-90, Maxwell, ça c'était le pape de la science dans ce temps-là. En plus de ça, dans son petit pamphlet, il a fait l'équivalence de la masse avec l'énergie, ce que Poincaré avait touché un petit peu. Il avait touché à ça avec l'histoire du canon, là, mais il n'avait pas cristallisé ça comme Albert Einstein l'a fait en émettant la formule 1 égale mc2. L'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Dans une capsule antérieure que j'ai faite, on voyait que ça donnait un chiffre immense. C'est sûr qu'en 1905, imaginez-vous, on ne s'est pas occupé de ça ben. C'était considéré comme un genre de curiosité, là, mais c'était bien loin des préoccupations du monde de ce temps-là. Là. Ensuite,
qu'est-ce que ça a amené Einstein? C'est finalement l'éther qui traînait dans le paysage depuis Aristote. Ça faisait quasiment 2300 ans que l'éther traînait dans le paysage. Là, elle a disparu complètement. Là, c'est lui qui a fait disparaître la Terre. Là. Ça avait pas d'importance que la lumière voyage dans les espaces intersidéraux, qu'il n'y ait pas de matière. Là. Ça marchait pareil. Puis la preuve, on le sait aujourd'hui, c'est ça. Voyez-vous qu'Einstein, comment est-ce qu'il peut être important? Ça, c'est en 1905 qu'il a fait ça. Il y avait 25 ans. Lors de la prochaine capsule, on va aller un peu plus loin avec la relativité générale. Comme on le sait, la relativité générale, c'est en rapport avec la gravité. Fait que dans la prochaine capsule, on va parler de la relativité générale. Ensuite de ça, du laser qu'Einstein a trouvé et d'autres choses là, dans le courant de sa vie. C'est pour ça qu'il a cru bon de faire au moins 2 capsules avec ce génie-là, qu'on est chanceux, il est venu au monde un petit peu avant nous autres. Moi, dans mon temps, moi je suis né en 1940, ça veut dire que quand Einstein est mort, moi j'avais 15 ans. Ça veut dire que c'est un type de notre temps. Mais on ne peut pas concevoir quand est-ce qu'il va revenir un autre génie comme ça. Nous autres, on a eu la chance de l'avoir dans notre temps, mais là, on voit aujourd'hui que les applications innombrables que ça amène dans notre niveau de vie. Albert Einstein, on va en parler encore longtemps, probablement encore peut-être 100, 200, peut-être 300 ans là, avant qu'il arrive un autre génie pour faire avancer la science davantage. Mais on vient juste commencer. On commence à effleurer les découvertes d'Albert Einstein. Et malheureusement, on l'a oublié, mais je suis certain qu'il va revenir à la mode. Moi. Il va revenir au top de l'actualité scientifique parce que les affaires qu'il a découvertes sont tellement formidables qu'il ne peut pas passer inaperçu. Et sur ça, je vous dis merci et bonne journée et à la prochaine.